Mes chers compatriotes, j'ai signé ce matin le décret qui soumet à vos suffrages le traité d'Union européenne ou traité de Maastricht. Le 7 février 1992, les 12 ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne signent un traité d'union économique, monétaire et politique à Maastricht, aux Pays-Bas. Ce traité de Maastricht est le deuxième acte fondamental de la construction européenne après le traité de Rome de 1957. On en parle aujourd'hui avec Henri Emmanuelli. Bonjour, vous êtes député socialiste des Landes, auteur en juillet 92 du plaidoyer pour l'Europe. Merci d'être avec nous. Alors c'est un traité qui, souvenez-vous, va soulever des débats passionnés, notamment sur la question de la monnaie unique, qui sera peut-être l'élément le plus lourd de conséquences, on va le voir dans un instant. À ce moment-là, il y a pas mal de sceptiques, même parmi les économistes. Vous adhérez tout de suite? J'adhère tout de suite parce que j'ai été secrétaire d'État au budget de 83 à 86, et je sais ce qu'a été la difficulté de gérer le franc, qui était quand même une monnaie relativement fragile, et régulièrement il fallait dévaluer, ou bien on ne pouvait pas faire certaines choses, parce qu'on disait attention, si vous faites ça, le franc va baisser. Donc il y avait une contrainte monétaire très lourde, premièrement. Deuxièmement, il y avait déjà un serpent monétaire européen, c'est-à-dire que les monnaies fluctuaient à l'intérieur, n'est-ce pas, de bornes bien prédéfinies, et la monnaie unique, c'était la suite logique du serpent monétaire européen. Donc moi j'étais pour ces raisons économiques et aussi pour des raisons politiques, parce que je pensais que c'était un acte fondateur. Il faut rappeler quand même aujourd'hui qu'à l'époque, on nous disait il y aura la monnaie unique et derrière il y aura un traité social. Et il y aura la subsidiarité. Et on a eu la monnaie unique, on n'a jamais eu le traité social ni la subsidiarité, ce qui explique avec l'élargissement mon revirement en 2005. Absolument, et on va y revenir. Le 2 juin 92, le Danemark va oser rejeter le traité par référendum, et en France, François Mitterrand va aussi organiser un référendum. Est-ce que vous étiez pour? Moi j'étais pour, évidemment. Ce référendum a été prévu depuis le début, puisqu'il y avait un problème de souveraineté, c'est-à-dire la France déléguait une partie de sa souveraineté nationale, en particulier sa souveraineté monétaire, et donc il fallait qu'il y ait une ratification par référendum. Oui, mais est-ce que vous pensiez que la population française, à ce moment-là, pouvait avoir un avis éclairé sur ce traité? Est-ce que la population avait les clés pour répondre à ce référendum? Oui, mais ça, c'est un débat qui remonte, vous savez, au début du suffrage universel. Il y avait déjà de grands démocrates qui expliquaient qu'il ne fallait pas donner le suffrage universel parce que les gens n'avaient pas les moyens et la compétence de juger des questions qu'on leur posait. Il y avait même de grands libéraux qui disaient il ne faut pas laisser le suffrage universel aux pauvres en particulier, parce que regardez, ils sont tellement peu conscients de leurs intérêts qu'ils sont pauvres, donc on ne va pas leur confier l'intérêt public. Donc, non, en termes de technicité, sûrement pas, mais je pense que quand un peuple se prononce par le suffrage universel, que la volonté générale s'exprime, comme disait Jean-Jacques Rousseau, c'est le seul critère de souveraineté recevable. Alors c'est là que va commencer une campagne intense qui va fortement marquer l'opinion au cours de l'année 1992. Vous êtes un fervent défenseur du oui, on l'a compris, mais les débats vont être virulents et même au sein de chaque camp politique, y compris à gauche, puisque Jean-Pierre Chevènement, par exemple, est contre. À droite, Philippe Séguin est pour et apparemment il est dissident. Et contre, Philippe Séguin est très contre, et il est dissident. Jacques Chirac est pour, et le président du groupe RPR à l'Assemblée aussi est pour. Le RPR est pour à l'époque. Le PS, le RPR sont pour. Le Parti communiste est contre. Les Verts, ça dépend des personnes. Et au PS Et au PS, il y a des gens qui sont contre. Chevènement est contre. Je ne sais pas d'ailleurs si Chevènement est toujours au PS ou pas. Mais enfin, peu importe. Non, à l'époque, je veux dire. Oui. C'est aussi il est déjà parti, je me souviens plus très bien. Mais il y a même des gens comme Lionel Jospin qui sont assez peu enthousiastes. Lionel Jospin dit oui, mais... Il dit oui, mais il hésite. Parce qu'il y a une question qui taraude, à gauche en particulier, c'est l'indépendance de la Banque centrale. Moi, j'étais contre l'indépendance. J'étais pour la monnaie unique, j'étais contre l'indépendance de la Banque centrale. Bérégovoy aussi, contrairement à ce qu'on raconte aujourd'hui. Sauf que le président de la République nous a convoqué un jour et nous a dit, écoutez, il y a juste un problème, c'est que le chancelier allemand m'explique que s'il n'y a pas indépendance de la Banque centrale, il ne peut pas signer.
Et donc nous sommes repartis comme nous étions, pas tout à fait comme nous étions venus. Hein. Et alors le traité, d'ailleurs ça va être un peu à l'image de la France, hein, cette ambiguïté, le traité va être approuvé, mais d'extrême justesse, à 51%. À ce moment-là, qu'est-ce que vous inspire ce résultat? Est-ce que vous ne craignez pas que cette adhésion à minima va quand même porter préjudice à la légitimité de ce texte? Ce qui est politiquement étonnant, c'est que malgré le soutien des grandes forces politiques, le PS, parti majoritaire à l'époque, le RPR, parti majoritaire d'opposition, les centristes, évidemment, qui sont pour, on ait si peu de résultats. C'est ça qui est étonnant. Après, sur le chiffre numéro 51-52, je crois qu'il ne faut pas poser la question de la légitimité. Hein. En démocratie, c'est quoi la démocratie? Mais vous, c'est un personnellement, moyen pacifique de régler les désaccords. Donc, à 50%, plus une voix, c'est tranché. Et ça suffit. Et si on commence à dire, alors non, il n'en faut pas 50 plus une, il en faut 50 plus 2 millions, bon, on n'en sort pas. Il n'y a pas les justes légitimités, les faibles légitimités, non, c'est tranché. Et alors vous allez écrire le plaidoyer pour On va l'Europe. faire comme Monsieur Larrivé à l'Assemblée avant-hier. Vous écrivez pour ce plaidoyer pour l'Europe et vous écrivez « Construire l'Europe, c'est consolider la France, être fidèle à son idéal, chercher à lui donner un avenir ». Est-ce que vous pensez toujours la même chose aujourd'hui ? Il s'est passé beaucoup de choses entre-temps, en particulier quelque chose de majeur, contre lequel François Mitterrand avait mis en garde, qui a été l'élargissement à 28 pays. François Mitterrand disait à l'époque, il faut d'abord l'approfondissement politique et l'élargissement après. Sous la pression des Allemands, mais d'autres aussi, hein, notamment des pays du Nord, qui sont avant tout des pays commerçants, des pays d'échange, on a accéléré l'élargissement. Et à partir de là, l'Europe, elle est devenue quasiment ingouvernable. Et 12 ans plus tard... C'est ça l'élément, à mon avis, fondamental. Deuxièmement, je répète, on nous avait promis un traité social, on l'a jamais vu. On nous avait fait toute une théorie sur la subsidiarité. C'est pas vrai. L'Europe continue à se mêler de détails, de pourcentage de poudre de cacao dans le chocolat, enfin, comme le rappelait hier Chevènement, de litres d'eau dans les chasses d'eau, dans nos cuvettes. C'est pour ça que 12 ans plus tard, vous êtes un fervent défenseur du non lorsqu'il s'agit de voter Absolument, le projet de constitution européenne. Parce que je vois dans ce traité une orientation libérale qu'on va inscrire dans la Constitution, qu'on a inscrit d'ailleurs de façon assez anormale par la suite, par un vote ou par le... Il s'est passé quelque chose de grave. On parle toujours du désaveu envers la politique ou du fossé qui s'est créé entre l'opinion publique et les politiques. Il ne faut pas oublier quand même que les Français ont voté non et qu'on les a enterrés un an après par un vote parlementaire. Ce qui est quand même, à mon avis, un événement politique très lourd et très grave. Mais ça veut dire que les Français ont déchanté sur l'Europe. Est-ce que vous aussi, vous avez déchanté ? On a déchanté, oui. Il y a beaucoup de gens déchantés parce qu'il y a des choses qui devraient se faire qui ne se font pas et d'autres qui ne devraient pas se faire et qui se font. Qu'est-ce qu'on attend de l'Europe aujourd'hui ? On attend de l'élan, on attend de la dynamique, de l'initiative. On attend des eurobonds qu'on pourrait financer sans aucun problème. On attend des projets de recherche, des projets d'infrastructure. Et à la place de ça, on a en permanence des règlements, n'est-ce pas, des normes qui tombent. Mais pas, le budget est en recul et la gestion de la crise de l'euro a été calamiteuse. Monsieur Emmanuelli, si je vous demande de terminer la phrase, le 7 février 1992, c'est le jour où c'est le jour où on a bien fait, mais on ne savait pas bien ce qui nous attendait. Eh bien c'est dit. Merci beaucoup, monsieur Emmanuelli, d'avoir été mon invité dans le jour où. L'information continue sur LCI.